Parfois, l'ancien crime nécessite une punition sévère, et dans la plupart des pays, cela signifie une longue peine de prison, surtout pour des actes comme le meurtre. Il arrive que ces peines soient absolument énormes, et signifient en gros que quelqu'un va passer le reste de sa vie enfermé pour que le reste d'entre nous puisse dormir un peu plus facilement. Du tueur de policier qui a purgé 39 ans à l'homme qui a purgé la plus longue peine jamais infligée en tant qu'innocent, voici 20 personnes qui ont survécu à des peines de prison insensées. Numéro 20. Thomas Trentino. Thomas Trentino est un Américain reconnu coupable d'avoir tué 2 policiers à Lodi, New Jersey, en 1963. Il a été condamné à mort pour cela. Après l'abolition de la peine de mort dans les années 1970, il a reçu une peine de réclusion à perpétuité au lieu d'être exécuté. Cela a marqué le début d'un long combat pour obtenir une libération conditionnelle qui s'est poursuivie jusqu'à ce qu'il sorte enfin de prison en 2002. Le 26 août 1963, suite à des rapports de troubles au Angel Lounge sur la route 46 aux États-Unis à Lodi, le sergent Peter Votto et l'agent Gary Tedesco ont été envoyés pour enquêter. Votto est entré dans le bar, laissant Tedesco derrière lui, qui était un agent en probation et ne pouvait pas porter d'armes. Dès que Votto est entré, Frank Falco et Thomas Trentino, qui étaient là pour célébrer un vol réussi, l'ont attaqué. Lorsque Votto ne revient pas, Tedesco est entré dans le bar où il a également été pris au dépourvu. Tous deux ont été torturés et tués de la même manière brutale. Falco a été tué à Manhattan par des agents du département de police de New York après qu'ils l'ont abattu lorsqu'il a tenté de s'échapper. Après avoir été caché pendant 66 heures, Trentino s'est rendu au poste de police de la 22e rue Est à Manhattan le 28 août. Il a ensuite été arrêté. Trentino a finalement été libéré de prison le 11 février 2002, après y avoir passé 38 ans. Au moment de sa libération, il était le prisonnier ayant purgé la plus longue peine dans le New Jersey. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification maintenant, ou ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Passons à un sujet rare. À l'époque de l'Union soviétique, les peines pour les crimes étaient brutales, généralement des travaux forcés jusqu'à la mort par épuisement. Mais dans ce cas, un homme nommé Andreï était considéré comme chanceux. Le juge l'a condamné à 87 ans de prison, mais sans travaux forcés. Le juge aurait ri, sachant que c'était sûrement une peine de réclusion à perpétuité pour le jeune Russe, qui avait été reconnu coupable d'activités anticommunistes. Mais André a eu le dernier mot lorsqu'à 106 ans, il a été libéré de prison après avoir purgé sa peine. Que pensez-vous de son crime par rapport à la peine sévère qu'il a reçue? Quelle sera sa vie à l'extérieur avec tous les changements qui ont eu lieu en 87 ans? Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag sujet rare et faites-nous part de votre opinion par rapport à ce que nous venons de montrer à l'écran. Passons au suivant. Numéro 19. Ricky Jackson. Ricky Jackson était un adolescent à Cleveland, Ohio, lorsqu'il a été condamné à tort à mort. En 1975, il a été reconnu coupable d'avoir tué et volé un vendeur de mandat, Harold Franks. La seule preuve contre Ricky et ses codéfenseurs, les frères Wiley et Ronnie Bridgman, était le faux témoignage forcé d'un garçon de 13 ans, nommé Eddie Vernon, qui deviendrait plus tard une figure clé pour faire libérer les 3 hommes. Aucun d'eux n'était lié au crime par des preuves physiques ou forensiques. Aucun d'eux n'avait de casier judiciaire avant cela. Et les témoins pour la défense ont fourni de bons alibis aux 3. Pourtant, tous 3 ont été condamnés à mort quelques mois après leur arrestation. Mais leurs peines ont ensuite été modifiées en réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. 36 longues années plus tard, en 2011, le magazine Cleveland Scene a examiné en détail l'affaire. Il a souligné que le témoignage du jeune Eddie Vernon était incohérent et qu'il n'y avait aucune autre preuve liant Jackson, les Bridgman ou quiconque au crime. À la demande de son pasteur, Vernon a changé son histoire officielle. Ricky Jackson et Wiley Bergman ont demandé un nouveau procès en novembre 2014 et le juge Richard McGangle a accepté et a annulé leur condamnation. Les charges contre eux ont ensuite été abandonnées et ils ont été libérés. Mais tant de leur vie avait été perdue de manière si injuste. Numéro 18. Joe Ligan. Les États-Unis détiennent le record mondial du plus grand nombre d'enfants condamnés à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle depuis de nombreuses décennies, et la Pennsylvanie a mis plus de jeunes en prison à perpétuité que tout autre État. Joe Ligan est le plus ancien détenu juvénile du pays et a été emprisonné le plus longtemps, ce qui est un fait assez triste.
Le vieil homme de 83 ans a finalement été libéré de prison en 2021 après avoir été enfermé pour des crimes commis alors qu'il n'avait que 15 ans, sans sacodanse. Ligon, fils de métayer de l'Alabama, a été jeté en prison alors que Dwight D. Eisenhower était président et que la chanson Pretend de Nat King Cole était populaire dans le Billboard 100. Maintenant, le monde dans lequel il vit a changé au-delà de sa compréhension. Ligon et 4 autres adolescents noirs ont été impliqués dans une série de vols et de coups de couteau qui ont tué 2 personnes, en fait début de terroriste à Philadelphie en 1953. Il admet avoir poignardé quelqu'un ce soir-là, mais il dit qu'il n'a tué personne, et il a changé au cours de ces longues années. Ligon a déclaré qu'il pense à son avenir et envisage de trouver un emploi pour nettoyer les bureaux des avocats qui l'ont aidé à sortir en utilisant les compétences de nettoyage qu'il a apprises en prison. Numéro 17. Otis Johnson. Lorsque Otis Johnson se promène dans Times Square à New York, il est choqué par le nombre de personnes présentes. Tout le monde semble marcher vite, avec des visages impassibles et des fines dans les oreilles. Tout cela est nouveau pour Johnson, car il n'a eu aucun contact avec la société depuis 1975 en raison de son incarcération. Johnson craint de vivre dans une dystopie où tout le monde porte des fils et est un agent secret. Il a raté toute l'histoire de Steve Jobs. Il ne peut pas croire combien de personnes se promènent en envoyant des textos sans faire attention à où elles vont. Et il dit que Gatorade lui a complètement retourné l'esprit. Johnson a été libéré de prison en août 2014 après avoir purgé 44 ans pour avoir tenté de tuer un policier. Johnson a reçu une pièce d'identité, des papiers avec son historique criminel, $40 et 2 billets de bus en sortant de prison. Pas beaucoup de provisions pour commencer une vie sur ce qui est essentiellement une planète extraterrestre à ce stade. Numéro 16. Bette Smithy. Nanny Betty Smithy a tué un enfant le jour de l'an en 1963 et a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle est entrée en prison en tant que jeune femme et en 2012, Smithy a été libérée de prison, marchant maintenant avec une canne en raison de son âge avancé. 2 gouverneurs précédents avaient refusé sa demande de clémence et elle avait été en prison plus longtemps que toute autre femme aux États-Unis. Elle a finalement obtenu la clémence du gouverneur John Brewer, et les membres de la commission des libérations conditionnelles de l'Arizona ont convenu qu'elle n'était plus la même femme qui avait tué le bébé Sandra Gerberich en 1963. Smithy est ce qu'on appelle une détenue de code ancien, et elle a reçu la réclusion à perpétuité avant 1973, et donc elle avait besoin d'une commutation du gouverneur pour pouvoir sortir. Depuis 1989, seulement 3 de ces détenus ont obtenu la clémence. Cela arrive presque 50 ans après qu'elle ait été reconnue coupable d'avoir tué Sandy Gerberich, l'un des 4 enfants dont elle s'occupait en tant que jeune nourrice à domicile en 1963. Numéro 15. Sheldry Top. Sheldry Top n'avait que 17 ans lorsqu'il a tué un homme et a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle dans un tribunal de comté du Michigan. À l'époque, John F. Kennedy était encore président des États-Unis. Sheldry est sorti de prison en 2019 après avoir été enfermé pendant plus de 56 ans. Pour célébrer, il est allé dîner dans un steak avec son frère. Avant d'être libéré, Top était le plus ancien détenu juvénile du Michigan. Top n'a jamais essayé de changer sa condamnation, mais en 1987 et 2008, il a été refusé pour une peine plus courte. En 1962, Top a été arrêté à Chicago moins de 2 semaines après avoir cambriolé la maison de Charles Davis et l'avoir tué avec un couteau. Davis avait 50 ans. Les tribunaux montrent que Top avait été dans et hors des hôpitaux psychiatriques depuis l'âge de 12 ans. Il a dit à la police qu'il s'était échappé d'un hôpital psychiatrique à Pontiac, Michigan, le jour du meurtre. Les médecins lui avaient récemment administré une thérapie par électrochoc et une hydrothérapie qui consiste à envelopper une personne dans des draps mouillés et à lui donner des chocs électriques, ce qui a pu contribuer à son état mental ce jour-là, qui lui a coûté tant à lui et à ses victimes. Numéro 14. Michael Hamline. Un jour, un motard nommé J.T. McGarry a disparu de chez lui dans le comté de Ventura, Californie, en novembre 1978. Quelques jours plus tard, son corps a été retrouvé. Il avait été abattu plusieurs fois et son corps a été laissé sur le bord d'une route de desserte à environ 25 à 30 miles de chez lui. Michael Hamline a été arrêté et reconnu coupable d'avoir tué J.T.
Avant le procès de Michael, au cours duquel il a protesté de son innocence, le bureau du procureur a demandé au tribunal une audience secrète à laquelle Michael et son avocat n'ont pas pu assister. Sous prétexte de protéger une source anonyme, ils ont obtenu du tribunal qu'il accepte que des rapports de police importants puissent rester secrets. Au début de l'enquête, les rapports montraient que d'autres personnes, et non Michael, avaient admis avoir commis le crime. Mais la police a gardé ces rapports secrets pour l'avocat de Michael. La condamnation corrompue de Handline a finalement été annulée après que le California Innocence Project et le bureau du procureur du comté de Ventura aient effectué des tests ADN modernes et rouvert l'affaire. Au moment de sa libération, Michael était la personne dont la condamnation avait été prouvée à tort et qui avait été enfermée en Californie pendant le plus longtemps. Numéro 13. Warren John Nutter. Juste avant Noël 2021, un vieil homme est mort à l'Iowa State Penitentiary. Warren Jack Nutter, qui avait 84 ans lorsqu'il est décédé, a passé la majeure partie de sa vie en prison. Il a été condamné à 65 ans de prison pour avoir tué un policier à Independence, Ohio, en 1956. Il était le prisonnier qui avait passé le plus de temps en prison dans l'Iowa et était l'un des prisonniers ayant purgé les plus longues peines dans tout le pays. Nutter avait des problèmes avec la loi dès l'âge de 14 ans. En janvier 1956, lui et quelques amis ont quitté leur maison dans l'Illinois et se sont dirigés vers la Californie. Ils ont volé une voiture et ont cambriolé un magasin avant d'être arrêtés dans le comté de Buchanan. Lorsqu'ils ont essayé de s'échapper, Nutter a abattu un policier. Il a été condamné à mort, mais le gouverneur a changé sa peine en réclusion à perpétuité en 1957. En fait, son cas a été l'un des éléments qui ont conduit l'Iowa à abolir la peine de mort, mais le gouverneur l'a changé en réclusion à perpétuité en 1957. En fait, son cas a été l'un des éléments qui ont conduit l'Iowa à abolir la peine de mort en 1965. Mais il n'était plus une menace pour la société au moment de sa mort. Il n'était qu'un vieil homme dans une nouvelle prison qui avait abandonné après avoir été enfermé si longtemps. Numéro 12. Jesse Pomeroy. Dans l'histoire du Commonwealth du Massachusetts, Jesse Pomeroy a été le plus jeune personne jamais reconnue coupable de meurtre au premier degré. En décembre 1874, il a été reconnu coupable par un jury de la Cour suprême judiciaire du comté de Suffolk. De plus, il pourrait avoir tué plus d'une personne. Entre 1871 et 1872, des allégations ont été faites selon lesquelles plusieurs jeunes garçons avaient été attirés dans des endroits isolés, puis attaqués par un enfant plus âgé. Mais personne n'a jamais été emprisonné. Les attaques étaient importantes, car l'auteur était particulièrement cruel et tordu. Ils ont mutilé les petits garçons avec des couteaux et les ont frappés avec des coups de pied et une ceinture. Certains des enfants ont été laissés avec des cicatrices qui ne disparaîtront jamais. En 1872, Ruth, ses 2 enfants et son mari ont déménagé à South Boston. Pomeroy a continué à attaquer de jeunes garçons jusqu'à ce qu'il soit arrêté et envoyé devant un tribunal pour mineurs où son affaire a été examinée par un juge. Pomeroy a ensuite été reconnu coupable et envoyé à l'école de réforme de l'État pour garçons à Westboro, Massachusetts. Mais plus tard, Pomeroy a été condamné à mort par pendaison. Son avocat, Charles Robinson, a demandé 2 exceptions qui ont toutes 2 été refusées en février 1875. Le gouverneur devait encore signer le mandat de mort et décider quand Pomeroy serait exécuté. Le gouverneur William Gaston, en revanche, ne voulait pas lui infliger la peine de mort, car Pomeroy était très jeune. Il a plutôt été envoyé à l'hôpital de Bridgewater pour les criminels fous en 1929, alors qu'il était déjà un vieil homme en mauvaise santé. Le 29 septembre 1932, il est mort là-bas. Numéro 11. Susan Marie Mellon. Susan Marie Mellon a été emprisonnée pendant 17 ans pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Elle a enfin été libérée en 2014. Selon ce qu'un témoin a affirmé, Mellon a planifié et exécuté la mort d'un homme sans abri nommé Richard Daly. Après son procès, elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge Mark Arnold de la Cour supérieure a déclaré qu'il pensait que le système judiciaire l'avait laissé tomber. Arnold a déclaré que son avocat n'avait pas correctement représenté ses intérêts et que la femme qui a dit avoir entendu Mellon avouer le crime était une menteuse habituelle. Le juge Marc Anthony de la Cour supérieure a déclaré « Je crois qu'elle est innocente et pour cette raison je pense que dans cette affaire, le système judiciaire a échoué ». Selon des documents judiciaires obtenus par l'Associated Press,
Juni Patty, le témoin qui a déclaré avoir entendu Mellon avouer le meurtre, avait un long historique de faux témoignages auprès de la police. Cependant, nous étions maintenant en 2006 et elle était déjà décédée. Et maintenant, il s'avère que nous avons pu découvrir que 3 membres de gang avaient commis le crime. Remarquablement, Mellon a déclaré qu'elle ne gardait de rancune contre personne et qu'elle était simplement heureuse que la justice ait enfin été rendue. Numéro 10. Juan Rivera. Juan A. Rivera Jr. est un Américain qui a été condamné à tort 3 fois pour le viol et le meurtre de Holly Stalker, âgée de 11 ans, à Waukegan, Illinois, en 1992. Il a été reconnu coupable 2 fois sur la base d'une confession qu'il a déclarée forcée. Il n'y avait aucune preuve qu'il était même sur les lieux du crime. En 2015, le comté de Lake, Illinois, lui a accordé un règlement de 20 millions de dollars pour avoir été condamné à tort. C'était le plus grand règlement de ce type dans l'histoire des États-Unis. Le sperme trouvé sur la scène de crime a été testé pour l'ADN en 2004 et les résultats ont montré que Rivera n'était pas la source. Mais le procureur a déclaré que la victime avait été sexuellement active et que l'échantillon de sperme provenait d'une relation consensuelle avec un autre homme. Sur cette base, Rivera a été envoyé en prison pour la 3e fois. Sa condamnation a finalement été annulée par la cour d'appel. La clause de non bis in idem a empêché les procureurs de le poursuivre à nouveau, car le tribunal a déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour le condamner la première fois. Ainsi, après 20 longues années en prison, cet homme innocent a enfin été libéré. Numéro 9. William Barnhouse. William Barnhouse a été arrêté pour avoir violé une femme le 21 avril 1992 derrière un bâtiment vide à Muncie, Indiana. Il a été reconnu coupable en décembre 1992. Peu après l'incident, la police a trouvé Barnhouse et l'a fait se tenir à côté de 3 voitures de police et d'un certain nombre d'agents pour qu'ils puissent vérifier son identité. La victime était également présente et a identifié Barnhouse lorsque la police a utilisé des lampes de poche pour les braquer sur son visage. Sur la base de ces informations fragiles d'une victime traumatisée, Barnhouse a été mis en prison. Barnhouse a déclaré qu'il avait été accusé à tort, mais il a été reconnu coupable et condamné à 80 ans de prison. Finalement, Barnhouse a écrit une lettre depuis sa prison au Innocence Project pour demander de l'aide. En travaillant avec la Wrongful Conviction Clinic de l'université de l'Indiana, McKinney, le Innocence Project a demandé un test ADN du sperme trouvé sur les écouvillons vaginaux de la victime et sur son jean. Le bureau du procureur du comté de Delaware a accepté le test ADN. Le sperme des écouvillons vaginaux et celui sur le jean avaient tous deux le même profil ADN masculin. Mais Barnhouse n'était pas la source, donc il a finalement été écarté. Depuis sa sortie de prison, Barnhouse a retrouvé sa famille. Numéro 8. Timothy Bridges. Maintenant, nous allons examiner un autre cas similaire, cette fois pour Timothy Bridges. Il a purgé 25 ans de prison pour un viol et un cambriolage qu'il n'a pas commis. En résumé, cela s'est produit parce qu'un analyste d'ADN formé par le FBI a témoigné à tort que ses cheveux correspondaient à 2 cheveux trouvés sur les lieux du crime. Le cambriolage et l'attaque contre Maudine Wise de North Charlotte ont eu lieu entre les après-midi du 14 et du 15 mai 1989. Sa belle-fille l'a trouvée gravement blessée chez elle le 15 mai 1989. La victime, qui était âgée, malade et aveugle, est malheureusement décédée 13 mois après l'attaque, sans fournir une bonne description de son agresseur. Même si la victime a déclaré qu'elle n'avait pas été violée, le médecin qui l'a traitée a dit qu'il y avait des ecchymoses compatibles avec un viol. Pendant quelques mois, personne ne savait qui avait commis ce terrible crime. Puis, 3 informateurs, tous ayant des antécédents criminels, ont déclaré que Bridges leur avait dit qu'il l'avait fait. Bridges a toujours affirmé qu'il était innocent. Sa défense était basée sur les paroles d'un ancien analyste d'empreintes digitales du Bureau d'investigation de l'État. Pas un, mais 2 experts de l'État ont convenu qu'une empreinte de paume ensanglantée trouvée sur le mur de la scène de crime n'appartenait pas à Bridges. Et le tribunal a décidé que les témoins originaux mentaient, probablement pour protéger quelqu'un d'autre. Depuis qu'il a enfin été libéré de prison, Bridges vit avec sa famille. Il vient d'obtenir son permis de conduire pour la première fois, et son oncle l'a aidé à acheter une voiture. Mais ce sera un long chemin pour reconstruire vraiment sa vie après cette terrible injustice. Numéro 7. Anthony Sanborn. Anthony H. Sanborn.
Junior, qui a été reconnu coupable du meurtre de Jessica Briggs, 16 ans, en 1989 et a passé 27 ans en prison, a été libéré en 1916 grâce à un accord soudain conclu après près de 5 semaines d'audience. Les avocats de Sanborn ont déclaré qu'il était innocent et que la police et les procureurs l'avaient fait condamner en mentant, en faisant pression et en menaçant des témoins. Ils ont également déclaré que les autorités avaient intentionnellement retenu des preuves qui auraient pu aider l'affaire de Sanborn. Briggs, qui était la petite amie de Sanborn lorsqu'il avait 16 ans, a été poignardé et tué, et son corps a été jeté dans le port de Portland. Susan Briggs, la belle-mère de Jessica Briggs, l'a vue au premier rang de la salle d'audience numéro 8 chaque jour pendant les audiences et a brièvement parlé aux journalistes après. Elle a déclaré « Nous n'avons jamais eu de doute qu'il l'avait fait. Je suis contente que le verdict soit toujours le même. Il s'en est sorti. Même si ce n'était pas notre objectif principal, il est toujours coupable d'avoir tué notre fille. » L'affaire initiale contre Sanborn était basée sur des rumeurs. Il n'y avait aucune preuve physique le liant au crime, et la plupart des témoins étaient pas des adolescents qui vivaient une vie difficile dans les rues de Portland, passant d'appartement en appartement et faisant la fête, essayant d'éviter la police. Ce cas reste très controversé, mais il est à nouveau un homme libre, même s'il est techniquement toujours coupable. Numéro 6. Christopher Abernathy. Christina Hickey, qui avait 15 ans à l'époque et vivait à Park Forest, Illinois, a disparu le 3 octobre 1984. Elle rentrait chez elle après une performance de chorale au lycée. Le lendemain, son corps a été retrouvé derrière un centre commercial. Elle avait été violée et poignardée. Plus d'un an plus tard, le 30 novembre 1985, Christopher Abernathy, alors âgé de 18 ans, a été interrogé après qu'un ami, Alan Dennis, ait dit à la police que Abernathy avait admis avoir tué Hickey quelques mois auparavant. Abernathy, ainsi que plusieurs centaines d'autres adolescents, avaient assisté aux funérailles de Yeat Hickey. Il a été entendu dire qu'il avait une arme dans sa voiture et prévoyait de tirer une salve après les funérailles. À ce moment-là, la police a vérifié Abernathy, mais ils ont décidé que le commentaire n'était pas grave. Abernathy, qui avait quitté le lycée et était considéré comme ayant un handicap d'apprentissage, a signé une confession après avoir été interrogé pendant plus de 40 heures. Il n'y avait aucune preuve physique ou forensique liant Abernathy au crime. Les tests qui étaient censés montrer son sperme ont été négatifs. Un jury a tout de même reconnu Abernathy coupable de meurtre au premier degré, d'agression criminelle sexuelle aggravée et de vol à main armée le 15 janvier 1987. Abernathy n'a pas reçu la peine de mort, car il n'avait que 17 ans. Au lieu de cela, il a été condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Abernathy a passé une grande partie de sa vie en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, mais en 2017, de nouvelles preuves ADN ont montré qu'il était innocent. Il a enfin été libéré. C'est un autre cas qui soulève des questions sur la coercition policière dans des circonstances comme celle-ci. Numéro 5. Randolph Arledge. Randolph Arledge est sorti de prison en 2014 après avoir passé des années en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, avoir poignardé à plusieurs reprises une femme dont le corps a été retrouvé sur un chemin de terre dans le nord du Texas. Caroline Armstrong a été tuée en 1984 et Arledge a écopé de 99 ans de prison pour cela. Mais un juge de district de l'État à Corsicana, situé à environ 80 km au sud-est de Dallas, a convenu avec les procureurs et les avocats d'Arledge qu'il ne pouvait plus être considéré comme coupable car de nouveaux tests ADN lièrent le crime à quelqu'un d'autre. Au début de l'audience, Arledge avait des chaînes aux poignets et aux chevilles. Plus tard, 2 adjoints l'ont emmené dans une pièce à l'arrière et lui ont retiré les chaînes. Lorsque Arledge était rentré chez lui, il a donné un gros câlin à ses 2 enfants. Lorsqu'il est allé en prison, sa fille avait 4 ans et son fils 7 ans. Ses enfants ont déclaré qu'ils n'avaient jamais cessé de croire en lui et ils n'ont jamais pensé qu'il était coupable. Numéro 4. David McCallum. Dans un autre cas de 2014, un juge a annulé une accusation de meurtre qui avait mis un homme de Brooklyn en prison pendant 28 ans. L'accusation était basée sur des preuves faibles. Lorsque David McCallum, 16 ans, a été emprisonné pour kidnapping et meurtre qu'il n'avait pas commis, Ronald Reagan était encore en fonction, et un gallon d'essence coûtait 89 cents. Après des années de lutte pour sa liberté, aidé par le boxeur Ruben Hurricane Carter, qui avait également été emprisonné à tort, McCallum a enfin eu une seconde chance dans la vie. Lorsque le juge Matthew D. M. Meek de la Cour suprême de Brooklyn a déclaré « Je vais rejeter les accusations »,
McCallum a baissé la tête sur la table devant lui et n'a pas bougé tandis que son avocat Oscar Michelin lui frottait le dos. Il avait visiblement beaucoup d'émotions après avoir passé toutes ces années derrière les barreaux et enfin être libéré. Les avocats de McCallum ont envoyé une lettre à Thompson disant qu'aucun ADN ni empreinte de McCallum n'avaient été trouvés sur la scène de crime, et cet indice important est ce qui a conduit à sa liberté. Numéro 3. Joseph Sledge. Le 6 septembre 1976, les corps d'Eileen Davis, 57 ans, et de sa mère Josephine Davis, 74 ans, ont été retrouvés battus et poignardés à mort dans leur maison d'Elizabethtown, Caroline du Nord. Les deux ont été vues vivantes pour la dernière fois la nuit précédente à 22h30. Même si un médecin légiste a déclaré qu'elles étaient mortes entre 8h et 10h, le sang était encore humide lorsque la police est arrivée à 17h, ce qui signifie qu'elles devaient être mortes plus tard dans la journée. Les deux femmes avaient comme des robes tirées sur leur tête et elles avaient été sauvagement battues et poignardées à plusieurs reprises. Il y avait du sang partout dans la maison, ce qui suggère que le tueur a également saigné en se déplaçant d'une pièce à l'autre. La police pensait que cela devait être Joseph Sledge Jr., 34 ans, qui venait d'échapper au camp de prisonniers de White Lake à proximité moins de 24 heures auparavant. Il n'y avait aucune preuve physique liant Sledge au crime. Même s'il n'avait pas changé de chaussures depuis sa sortie de prison, elles étaient propres et ne correspondaient pas aux empreintes de chaussures ensanglantées trouvées sur les lieux. Il a fallu attendre 2015 pour qu'un panel de 3 juges de la Cour supérieure déclare que Sledge était en réalité innocent. Il a été libéré après avoir passé plus de 36 ans en prison pour ses crimes. L'État de Caroline du Nord a ensuite versé à Sledge 750 000 $ en compensation pour son emprisonnement injuste. Mais ce n'est pas du tout assez d'argent, et aucun montant d'argent ne pourrait racheter toutes ces années perdues. Numéro 2. Eddie Bolden. Un homme de Chicago qui a passé plus de 20 ans en prison pour avoir tué 2 hommes a été libéré en 2016 après que les charges ont été drastiquement abandonnées. Les premiers pas d'Edward Bolden en tant qu'homme libre ont eu lieu devant la prison du comté de Cook. Il avait été condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir tué Irving Clayton, 23 ans, et Derek Frazier, 24 ans, en 1994. Ils ont été retrouvés morts dans une voiture. La police dit qu'il s'agissait d'un deal de drogue raté. Bolden a été reconnu coupable sur la base du témoignage d'une personne qui a déclaré qu'il était le tireur. Le frère de Frazier était le témoin, et il avait également été blessé lors de la fusillade. Mais plus tard, un enquêteur a parlé à 3 personnes qui ont déclaré sous serment qu'elles avaient vu Bolden jouer à un jeu d'arcade dans un restaurant au moment des meurtres. Au début, les procureurs ont dit qu'ils allaient le juger à nouveau et Bolden était détenu sous une caution d'1 million de dollars. Mais finalement, réalisant que cet homme avait subi une terrible injustice, le bureau du procureur de l'État du comté de Cook a soudainement déclaré qu'ils abandonnaient champ l'affaire et les charges, et enfin Bolden était de nouveau libre. Bolden a déclaré « Je savais que la liberté viendrait, je ne savais juste pas quand. Je ne pensais pas que cela prendrait 22 ans, mais j'ai toujours ma vie. » Numéro 1. Glenn Ford. Glenn Ford a été reconnu coupable de meurtre en 1984 et envoyé à la prison d'Angola. 30 ans plus tard, en mars 2014, il a enfin été blanchi de toutes les charges et libéré. Ford est né à Shreveport, en Louisiane. Il est la personne ayant passé le plus de temps dans le couloir de la mort aux États-Unis qui a été blanchi de toutes les charges tout en purgeant sa peine. L'État de Louisiane ne lui a pas versé un centime pour avoir été condamné à tort. Isidore Roseman, âgé de 58 ans, a été retrouvé mort dans sa bijouterie le 5 novembre 1983. Roseman a été tué d'une seule balle dans l'arrière de la tête. Plusieurs personnes lors du procès ont déclaré que le jardinier de Roseman, Glenn Ford, était près du magasin au moment du meurtre. Ford a été condamné et condamné à mort par le jury, même s'il n'y avait pas d'arme du crime ni même de preuves provenant d'informateurs confidentiels le liant au crime. Les procureurs ont pu profiter du manque d'expérience de la défense et utiliser un challenge préemptoire pour empêcher les Afro-Américains de siéger au jury. En 2000, la Cour suprême de Louisiane a tenu une audience sur la revendication de Ford, selon laquelle l'accusation avait caché des preuves qui auraient pu montrer que 2 autres hommes étaient responsables du meurtre. Et finalement, ils ont été contraints d'admettre ce qu'ils avaient de mal fait et de libérer Ford après tant d'années dans l'une des prisons les plus notoires des États-Unis.
Pensez-vous que nous devrions examiner tous les anciens cas et nous assurer qu'ils ne sont pas emprisonnés à tort? Quelle est en haut la meilleure solution pour traiter avec des criminels sérieux? Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué comment le racisme démodé a conduit tant de ces personnes à être accidentellement mises ici? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Vérifiez également nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.